Le mythique Stade Bollaert du Racing Club de Lens. Les 33 000 places de ces tribunes ont vu s'écrire quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du football français. Mais cet après-midi, quelque chose de grave vient de se produire. Partout, des victimes hurlent de douleur et appellent à l'aide. J'en ai 17 au sol, on est en train de faire un reportage. 2 explosions ont retenti juste devant les accès au gradin. Si ce sont des bombes, il y en a peut-être d'autres prêtes à exploser. On a confirmation des obus. Pompiers, SAMU, police et gendarmerie. En quelques minutes seulement, les secours envahissent les abords du stade. On lui fait 3 mg de morphine. Il faut aller très vite. On suspecte une attaque terroriste à l'arme chimique. Il risque d'y avoir des dizaines de victimes supplémentaires dans les minutes qui viennent. Parc d'attractions. Sport extrême. 2 fois sur 3, on va chercher quelqu'un qui s'est noyé. À tout à l'heure. Ou encore zoo. Les Français sont de grands consommateurs de loisirs. Pour qu'ils s'amusent en toute sécurité. Si vous avez des questions, parce qu'une fois sous l'eau, ça sera fini, on pourra plus. Des hommes et des femmes travaillent quotidiennement dans l'ombre. Tu peux bouger tes orteils? À PC, on l'a retrouvé, il est dans la file d'attente vélo d'eau. Leur mission, prévoir le pire pour mieux l'anticiper et l'éviter. Un carreau de cette taille-là, donc est largement suffisant pour contenir la charge Magorel. Contrôle systématique des manèges les plus dangereux. On va regarder l'état des nacelles d'abord. Entraînement dans des conditions extrêmes. Notre ennemi juré pour nous, cascadeurs, c'est justement la répétition et la routine. Pour être prêt à réagir en cas de drame. Et test grandeur nature à des vitesses hallucinantes pour vérifier la fiabilité des installations. On double la sécurité en général. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi celles et ceux qui n'hésitent pas à mettre leur vie en danger pour notre bon plaisir. On a fait contact avec la victime qu'on a retrouvée vivante. Un peu délicat. Des protecteurs qui sont même prêts à tuer pour sauver une vie. Je comprends. Retour au Stade Bollaert à Lens. C'est ici, au niveau des portiques d'accès au gradin, qu'une explosion vient de se produire. Comme le prouve la présence de ces étiquettes posées sur les nombreuses victimes qui appellent au secours, il ne s'agit fort heureusement que d'un exercice. Car le Stade Bollaert figure parmi les plus grands sites capables d'accueillir des compétitions aussi prestigieuses que l'Euro de football. Et depuis l'attentat commis devant le Stade de France, ce que l'on craint par-dessus tout ici, c'est une attaque terroriste. Vous allez voir comment les autorités se préparent à ce type de scénario catastrophe. Tout a commencé 2 jours plus tôt. Pompiers, SAMU, Croix-Rouge, police et gendarmerie. Plus de 350 personnes ont été mobilisées pour s'entraîner à intervenir dans le cadre d'un attentat terroriste de type chimique. Bonjour à tout le monde. Difficulté supplémentaire, cette attaque s'est produite dans un stade de foot, un lieu d'intervention particulièrement complexe pour ces spécialistes de la protection. Donc on est tous ici pour faire le même scénario global. Objectif de cette opération d'une ampleur exceptionnelle, agir dans l'urgence en coordonnant tous les services. Il est presque 13 h. L'exercice va commencer d'une minute à l'autre. Comme tous les jours de match, la police du stade et les secouristes de la Croix-Rouge sont en place. Dans la tribune, 300 figurants ont réussi à créer une ambiance digne d'un vrai match. Quand soudain, une première explosion vient de retentir à 13h03 exactement. C'est le top départ de l'exercice. Mais dans le brouhaha, les supporters n'y ont pas fait attention. Et quelques secondes plus tard,
Une deuxième explosion. Au sommet des gradins, le capitaine des Sires, la police du stade, est immédiatement prévenu par le centre de contrôle. Vous gardez tout le monde à l'intérieur de tribune, fais passer. Ouais, pour la Cire 62, c'est reçu. On garde tout le monde à l'intérieur de la tribune, il y a eu 2 explosions, d'accord? La mission de ces hommes, déplacer immédiatement la foule vers une extrémité de la tribune et la cantonner dans un espace le plus réduit possible. Car à cet instant, personne ne sait s'il n'y a pas un 3e engin explosif caché dans les gradins. Tiens, reviens là. Mais les figurants doivent réagir comme de vrais supporters. Ils font semblant de ne pas comprendre ce qui se passe et refusent de se laisser évacuer. Pas dans les trucs, si vous pousse, vous êtes mort. Restez là. Dans la réalité, si des supporters refusaient d'obéir comme ces figurants, ils risqueraient de mettre tout le public en danger en cas de nouvelle explosion. Bon, ça sert à rien de pousser, après ils vont être engorgés là-bas. Faut rester là, c'est tout. À l'extérieur de l'enceinte, moins de 5 minutes après les 2 explosions, les pompiers de la caserne la plus proche arrivent les premiers sur les lieux du drame. Des témoins auraient senti une forte odeur aux abords du stade. Les pompiers ont donc enfilé des combinaisons de protection et des masques à gaz. Ils se précipitent aussitôt vers les CRS pour récolter un maximum d'informations. Il y a eu une détonation, une forte odeur, les gens vomissent, une vingtaine de personnes, des membres arrachés, et on a 5 personnes contusionnées à l'endroit qu'on a mis à l'écart, qui étaient à l'extérieur mais qui ont été touchées. Odeur de quoi? 3 explosions. 3 explosions, il y a l'air d'avoir un colis là, et il y a eu une forte odeur avec un gaz vert. La menace chimique se précise. Mais y a-t-il eu 2 ou 3 détonations? À ce moment-là, la confusion est totale. 9 personnes là-bas qui sont valides, qui peuvent se déplacer. J'en ai 17 au sol. On est en train de faire un comptage. Soit 56 victimes au total. Les 2 bombes ont explosé ici, devant l'un des accès au gradin. C'est une autre équipe de secours qui s'occupera des blessés. Car la priorité absolue des pompiers, c'est de faire un état des lieux complet. Ils continuent donc leur progression vers les tribunes. Je fais une reconnaissance pour voir s'il y a des victimes graves et décédées. On se retrouve sur eux, ok? Ok. Cette prise d'information est capitale pour la suite. Les pompiers doivent savoir le plus rapidement possible si le public des gradins a été contaminé. En découvrant leurs combinaisons et leurs masques à gaz, les figurants respectent les consignes qu'ils ont reçues et font semblant de paniquer. Dans la réalité, de vrais supporters comprendraient qu'il se passe quelque chose de grave. Près des portiques de l'entrée, là où se sont produites les 2 détonations, c'est le chaos. Les bénévoles de la Croix-Rouge qui assurent les secours les jours de match sont les premiers à s'occuper des victimes. Une fois la reconnaissance des pompiers terminée, ils doivent organiser ensemble la chaîne de secours. Les urgences relatives, c'est souvent des fractures. Pour éviter que ça s'aggrave, on pourrait les laisser sur place. Les UA, c'est des difficultés respiratoires, on peut peut-être plus facilement les bouger en les portant. On les bouge où? Bah, ouais, on se fait une zone. Moi, on se fait une zone au pire près des toilettes là-bas, non? Vous avez pas de brancard? Ah non, les brancards, ils n'ont rien. Bah, on se prend 3, on prend un 3 là. On les ramène là-bas. Allez, les gars. Il n'y a pas de temps à perdre. Chaque seconde compte. On a fait un tri entre les UA et les urgences relatives. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de brancard pour évacuer les urgences relatives, les urgences absolues, pardon. On va avoir besoin d'un renfort matériel. J'ai demandé au responsable pompier, apparemment, il n'y a pas d'information sur le délai avec lequel ça viendra. Si vous pouvez relayer l'information, ce serait super. À vous. Ce tri sommaire entre urgence relative et urgence absolue est une première étape. Pompiers, SAMU, police, les renforts sont déjà en route pour prendre en charge toutes les victimes et surtout déterminer la nature exacte du gaz que les terroristes ont utilisé. Toute l'efficacité de la chaîne de secours en dépend. Nous sommes dans le département Rhône-Alpes, tout près de Lyon. Chaque année, le parc Walibi accueille 500 000 visiteurs. Ici, l'attraction phare, ce sont les montagnes russes de l'Equalizer. Ces wagons vous propulsent à plus de 90 km/h et jusqu'à 36 mètres de haut. À cette vitesse et cette hauteur, les pannes et les accidents peuvent être mortels. L'enfant
enfant tombé d'un manège hier en Isère est hors de danger. La petite fille de 6 ans souffre de plusieurs fractures après une chute de 5 mètres sur le béton dans le parc d'attractions des Yeux d'If. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet accident. Alors, pour éviter les risques d'accident, l'attraction est systématiquement inspectée tous les jours à l'aube. Et ça, c'est le boulot de Stéphane et Benoît. Ensemble, ils doivent impérativement passer toute la machine en revue avant l'ouverture au public. Tous les sièges donc, sont contrôlés un par un, ainsi que tous les harnais. Et puis on contrôle également toute la partie du châssis, on va dire, au niveau supérieur. Contrôler qu'il n'y ait pas de problème particulier, aussi bien au niveau de la visserie qu'au niveau des soudures. C'est de la mécanique qui est quand même très sollicitée, donc c'est pour ça qu'il faut un contrôle assez strict et régulièrement et anticiper la moindre petite anomalie. Bon, rien d'anormal sur la partie supérieure. On va procéder au contrôle de dessous. Pour Stéphane et Benoît, l'ennemi numéro 1, c'est la routine. Effectuer tous les jours les mêmes gestes, regarder encore et encore dans les mêmes recoins avec la même rigueur, n'a rien de facile. Voilà, on a ce qu'on appelle les roues porteuses, qui elles sont posées sur le rail. On a également les roues de guidage, qui elles sont sur les côtés, de façon à maintenir latéralement le train sur les rails. Et on a ce qu'on appelle les roues de retenue, qui elles sont dessous pour retenir le train dans les loopings. Ces roues de retenue doivent donc être en parfait état, car les wagons enchaînent certaines figures à 90 km/h. À cette vitesse, les contraintes sur le matériel sont énormes. Alors on vérifie qu'elles ont une bonne rotation de façon à ce qu'il n'y ait pas de point dur. Et puis on vérifie également la partie ce qu'on appelle le bandage, donc qu'il n'y ait pas de déformation ou de décollement de la matière. Le bandage, c'est l'épaisseur de plastique qui entoure chaque roue. S'il se dégrade ou se décolle, des vibrations peuvent apparaître rapidement. Et plus les vibrations sont fortes, plus le risque de décrochage augmente. Ouais, moi rien d'anormal non plus pour mon côté. Ce contrôle quotidien est aussi fastidieux qu'indispensable. Et cette vérification du train n'en est que la première partie, car il faut ensuite inspecter la structure du manège. C'est la mission de Benoît, qui doit s'équiper comme un vrai montagnard pour grimper jusqu'au sommet, à 36 mètres du sol. La pente est si raide qu'il doit être assuré en permanence. À cette hauteur, mieux vaut ne pas avoir le vertige. Et lorsqu'il pleut et que l'acier est trempé, le risque d'une chute est bien réel. Benoît progresse donc lentement, en prenant beaucoup de précautions pour vérifier le rail. Une déformation de l'acier, un frein qui se bloque ou un objet perdu par un client peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Regardez ces images. Elles ont été tournées en 1997. Les clients de ce manège qui permet de faire un looping géant sont restés bloqués la tête en bas pendant plus d'1 heure. Ça allait bien et tout, et puis on est monté. Et puis après, directement dans le looping, on s'est arrêté. Et puis au début, c'est pas que ça fait mal, mais t'as peur, mais après, t'as plus de sang dans les jambes, t'as plein de sang dans la tête. Cette fois-là, il a fallu évacuer tous les clients un par un. L'histoire s'est finalement bien terminée. Mais elle prouve que ces manèges à sensations ne sont pas sans danger. Tu pourrais m'allumer la chaîne pour voir s'il y a des bruits particuliers? C'est parti. C'est cette chaîne qui tracte le poids du train et de tous ses passagers jusqu'au sommet. Là encore, Benoît doit détecter la moindre défaillance. Ce jour-là, heureusement, tout est en ordre. Mais l'inspection n'est pas finie pour autant. Une fois redescendu, Benoît rejoint Stéphane pour procéder à un ultime test. Un tour de manège complet à vide.
toutes les attractions sont contrôlées de la même façon tous les matins. Donc toujours une partie statique au démarrage, avant de faire les essais dynamiques, avant la validation pour pouvoir permettre l'ouverture au public en toute sécurité. Cette validation se matérialise par une petite étiquette verte que Stéphane appose sur la console du manège avant de partir. Cette fois, c'est officiel. L'Equalizer est déclaré bon pour le service. Du moins, jusqu'au lendemain matin. Dans les parcs de loisirs, il arrive parfois que la sécurité du public ne soit pas la seule préoccupation. C'est le cas par exemple au Puy du Fou, célèbre pour ses reconstitutions historiques et ses combats de cascadeurs. Comme le montrent ces images, la moindre erreur de timing ou de positionnement peut avoir des conséquences spectaculaires et parfois très dangereuses pour les acrobates. Pour limiter les risques, les équipes de cascadeurs se soumettent à un entraînement quotidien très rigoureux. Sous la supervision d'Antoine, leur manager. Pas mal, bien. Ce matin, il vient surveiller celui des Vikings. Salut les gars. Guillaume, ça va? La forme? Ouais, ça va? Bon, petite séance d'entraînement ce matin. Vous êtes en forme? Vous avez vu, il a plu. Vous faites attention, le sol est glissant. Donc vous retravaillez bien toute la scène de la planchette d'éjection. En tenant compte de toutes les consignes de sécurité. Le sol est glissant aujourd'hui, donc vraiment Pavel, tu fais attention dans tes mouvements. Retravaille bien la précision sur ta prise d'appel pour que l'effet fonctionne bien. Et oublie pas qu'on fait ça pour la tribune, que la tribune est en ellipse, donc il faut vraiment que tu joues grand, tu joues beau et qu'on y croit vraiment, qu'on ait vraiment l'impression que tu as été catapulté. Voilà. C'est bon? Bon. À lui seul, le spectacle des Vikings enchaîne une quarantaine de cascades différentes. Parmi elles, un saut de l'ange que Pavel va bientôt effectuer. Allez, allez. Le principe, c'est de sauter dans l'eau, mais avec un peu plus mécaniquement, on va dire. Là, faut reculer, par contre. Mais pour ce premier saut, le mécanisme ne va pas fonctionner. C'était un petit piège. Alors, en fait, le souci qu'il a eu là, si elle n'a pas démarré la planchette, c'est parce qu'il a oublié d'allumer sa planchette. William est formateur. Il encadre tous les entraînements avec Antoine. Ici, ce sont les cascadeurs qui sont responsables de leur matériel. Ils doivent être maîtres de leur propre sécurité. On les oblige toujours à eux allumer leur planchette. Est-ce que je peux vous l'aider? Tu peux, ouais. Cette planchette fonctionne grâce à une cartouche d'air comprimé dissimulée. Dès que Pavel pose le pied sur la planchette, le gaz se libère et le propulse violemment dans les airs. Le cascadeur, quand il va prendre sa course d'élan, c'est exactement comme en athlétisme où il y a une prise de marque à faire pour un saut en longueur ou un triple saut. Eh bien lui, il faut qu'il vienne poser son pied exactement ici sur la planchette. Et juste en dessous, on a un petit contacteur. Quand on aura le poids du cascadeur sur le contacteur, ça va libérer l'air qui est sous pression, qu'on a réglé en fonction de la taille et du poids du cascadeur, et ça va l'éjecter en l'air. Donc il arrive des fois qu'en spectacle, il y a des ratés, que la planchette ne s'actionne pas. C'est ou que la planchette n'a pas été branchée, ça c'est erreur énorme du cascadeur, c'est à lui de la valider juste avant la cascade. Ou alors c'est que tout simplement il a mordu, donc il fera un petit saut à l'eau, ce sera moins impressionnant. Et généralement, sitôt après le spectacle, eh bien, on revient, une fois que la tribune est vide, on revient, on retravaille la prise de marque d'appel pour pouvoir au spectacle suivant réussir cette cascade. Deuxième essai pour Pavel. Comme il est nouveau, William n'hésite pas à lui répéter les consignes. Pavel, ta planchette, tu l'allumes avant, d'accord? Juste avant que tu fasses ton saut. C'est la bonne. C'est bon, quand tu veux. Allez, allez, allez. William! Allez.
Cette fois, le mécanisme a bien fonctionné. Impeccable. Redis-lui bien à chaque fois de bien faire ça. Si Antoine insiste sur ce geste, c'est parce qu'il a une fonction bien précise. Donc ici, ce qu'on demande au cascadeur, c'est qu'une fois qu'il a fait sa planchette, qu'il est tombé dans l'eau, c'est qu'il envoie le point en l'air comme ça, pour dire « Ok, c'est bon, tout va bien ». C'est un point un peu vengeur, donc dans le spectacle, le spectateur se dit « Bon, c'est tout à fait normal ». Nous, c'est juste un code qui veut dire « C'est bon, tout s'est bien passé ». S'il ne nous fait pas ça, on a des acteurs qui sont ici sur scène, on sautera à l'eau pour le chercher, pour le récupérer, on interviendra s'il le faut, évidemment. C'était bien? Je suis d'échelle? Allez. Ouais. C'est parti, pendant que t'es mouillé. Toutes les scènes d'action imaginées pour les 20 spectacles quotidiens du Puy du Fou sont donc répétées régulièrement. Derrière une cascade de quelques secondes se cachent parfois des heures d'entraînement. Là, on se dirige vers le donjon et on va aller voir notre moine en feu, on l'appelle Burning Man. Burning Man, c'est une cascade au cours de laquelle un moine prend feu grâce à cette pâte incendiaire. Là, c'est l'atelier pâte à tartiner. Donc là, il est en train d'appliquer sur un bout de costume la pâte qui va lui servir à prendre feu. Donc là, il y a un emplacement très précis pour étaler la pâte. Il y a une quantité de pâte. Il ne peut pas dire, tiens, aujourd'hui, je vais en mettre 3 fois plus parce que j'ai de la famille en tribune. Donc tout ça, on l'a réglementé. On a créé tous nos protocoles sécurité autour. Et puis, ça joue beaucoup, évidemment, sur la confiance. Donc là, il sait exactement où il doit en mettre. Aujourd'hui, c'est Florent qui va s'embraser. Son numéro est l'un des plus impressionnants du spectacle. C'est bon. Ce spectacle, on va le jouer jusqu'à 5 fois par jour. Notre ennemi juré pour nous, cascadeurs, c'est justement la répétition et la routine. Et il faut surtout pas que le cascadeur tombe dans la routine et banalise l'effet en disant « oui, bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude de le faire ». Donc, on fait très attention à ça et en fonction de l'intensité du nombre de spectacles par jour, par exemple en juillet-août, ils sont 7 cascadeurs à tourner sur cette cascade pour faire cette cascade assez régulièrement pour toujours se rappeler du protocole sécurité, mais pas trop souvent pour justement ne pas tomber dans la routine. Lors de cette cascade, Florent se transforme en torche humaine. Il est évidemment revêtu de 3 couches de vêtements ignifugés et doit veiller à ne surtout pas laisser le moindre millimètre de peau sans protection. Pierrick, t'es en bas? Ok. Ok. Florent doit exhiber ses flammes pendant quelques secondes avant de les éteindre dans un simple réservoir d'eau. C'est bon? Sécurité, chaleur, ça a été? Oui. Parfait. Bon, mais là même en spectacle. Dans quelques instants, vous allez découvrir les Vikings. Le jour J, Pavel et Florent enchaînent leur cascade sans le moindre accroc, devant un public ravi. C'était chouette, hein? C'est un dur métier, viking. La satisfaction des spectateurs est bien sûr la meilleure des récompenses pour nos cascadeurs, qui n'oublient jamais de s'encourager entre chaque représentation, bien à l'abri des regards. Bravo, messieurs! Mais vous allez voir que la sécurité de nos centres de loisirs ne se limite pas au contrôle effectué en interne par les parcs d'attractions eux-mêmes. En France, la loi oblige tous les exploitants de manèges à faire inspecter leurs machines par un organisme agréé indépendant, au moins une fois par an. On va regarder l'état des nacelles d'abord. Nous avons suivi la visite de l'un des cabinets d'expertise les plus célèbres d'Europe au sein d'un grand parc français, le Futuroscope. Une visite qui a révélé un problème sur l'une des attractions. On ne peut pas démarrer comme ça avec du public. Ce matin-là, avant l'ouverture du parc, Rick a rendez-vous avec le responsable technique du Futuroscope. Rick travaille pour une grande société de contrôle certifiée par l'État. Pour éviter que il y ait trop de gens qui attendent après devant l'attraction. Ensemble, ils doivent inspecter l'attraction vedette, le cinéma en 4 dimensions. Sa particularité, des nacelles secouées par des vérins hydrauliques pour donner aux spectateurs le sentiment d'être eux-mêmes au cœur de l'action. Ne vous inquiétez pas, c'est un raccourci. Là au moins, on
La structure de ces nacelles est sollicitée 7 jours sur 7. Il est impératif de les contrôler régulièrement, une fois par an minimum. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Rick est ici pour détecter la moindre anomalie. Et ça commence dès le couloir de la file d'attente. On pourrait bloquer la porte. Ouais. Il y a une serrure qu'on peut fermer. Tout à fait. Si quelqu'un par hasard la ferme, là, il va falloir fait qu'on pas attention. modifie, qu'on remette... Les portes qui sont indiquées comme des portes de secours ne sont pas équipées d'une ouverture anti-panique. Donc avec la barre sur toute la largeur des portes. Il y a même une serrure ici, on pourrait la verrouiller, la porte. Il y a un moment, une porte de secours, on ne peut pas avoir la possibilité de la verrouiller. Tu vois, là, il y a des poignées, ça c'est bon. Une porte de secours qui se bloque en cas d'évacuation pourrait avoir des conséquences dramatiques. C'est un défaut important auquel il faudra remédier rapidement. Mais Rick va bientôt découvrir quelque chose d'encore plus inquiétant. L'inspection se poursuit sous les nacelles, au cœur de la mécanique. À peine arrivé, Rick détecte une fissure très nette sur le châssis d'une nacelle. Elle part dans tous les sens même. C'est cassé en haut aussi. Regarde. Là, regarde. Cassé au-dessus, cassé en dessous. Là, c'est cassé jusque là. Ça va jusqu'au trou du boulon. Ça repart par là. Ça repart du trou de boulon et ça remonte. Par le côté, de l'autre côté. Cette poutre en acier est une pièce maîtresse sur laquelle 25 personnes sont assises. Les secousses qu'elle encaisse à chaque séance pourraient la faire céder d'un seul coup. Là, on voit la fissure. Ça ne veut pas dire qu'elle s'arrête à ce qu'on voit. Ouais, ça se continue. Pour Rick, pas question de rouvrir sans réparer. La sécurité des spectateurs est directement menacée. On ne peut pas démarrer comme ça avec du public. Parce que là, on risque que ça... C'est quand même la poutre principale de la nacelle. Ça risque de casser en une fois. C'est pour ça qu'on est là. Dans l'urgence, la poutre sera ressoudée. Mais la recommandation de Rick est très claire. Les services techniques du parc devront remplacer la pièce au plus vite. Dans un centre de loisirs aussi fréquenté que le Futuroscope, la sécurité des machines n'est pas la seule obsession de la direction. Avec près de 2 millions de visiteurs par an, la bobologie ou les incivilités sont les deux autres préoccupations quotidiennes des équipes de terrain. Un accident de manège, un vol ou une agression peuvent très vite mal tourner. Alors pour réagir au plus vite, l'ensemble du parc a été placé sous vidéosurveillance. Sécurité Futuroscope, bonjour. Une quarantaine de caméras est reliée à ce PC sécurité. Ok, merci. Au revoir. Que l'on surnomme la tour de contrôle. Rien n'échappe à ces vigies. À plus. Donc là, on a eu un appel. C'est des choses qui ne peuvent pas arriver aussi fréquemment. C'est des visiteurs qui parlent mal aux hôtesses si quelque chose ne leur va pas. Tout de suite, ils s'en prennent aux hôtesses ou quoi. Donc, ils peuvent être assez violents dans les mots. Donc là, j'ai eu le cas, je vais en envoyer un agent pour voir ce qui se passe. Florian de Fidelis, donc je me présente par Cyber et je vais passer par Graine de Pilote, ta position. Au niveau de la pyramide d'attente. Reçu. Un responsable de la sécurité du parc prend immédiatement la direction du manège où s'est déroulé l'incident. Juste en face. Où? Et dans la file d'attente des vélos. Ah, on l'a retrouvé. PC, on l'a retrouvé, il est dans la file d'attente vélo d'eau. Le client qui a insulté l'hôtesse, c'est lui. Il ne sait pas qu'il est maintenant surveillé par 3 agents susceptibles d'intervenir à tout moment. Ils le garderont en observation jusqu'à ce qu'il soit absolument certain qu'il ne présente plus aucun risque. Dans le même temps, à l'autre bout du parc, Maxime, l'un des secouristes du site, vient d'être appelé par la tour de contrôle. On lui a signalé une chute d'un adolescent près d'un manège. Bonjour messieurs, dames. Que se passe-t-il? Mon fils, apparemment, tu peux te mettre sur le dos, Dylan? Bonjour, tu t'appelles comment? Il s'est retourné la cheville, il a senti craquer. D'accord. Il dit qu'il a mal à la jambe. Qu'au niveau de la cheville droite? PC de Maxime correct, je demande le VPS, suspicion trauma au niveau cheville droite. Le VPS, c'est l'ambulance du parc. Si Maxime l'a appelé en renfort, c'est parce qu'il suspecte une fracture de la cheville. Ta douleur, tu peux me dire où est-ce qu'elle est exactement?
Juste au-dessus. Juste là, là? Ok, tu peux bouger tes orteils? Ouais? Ok. Ça va? Tu peux me serrer les mains, là, les deux? Ok, ça marche. Est-ce que tu penses pouvoir te mettre sur le dos? Ouais? Ok. Regarde, je vais mettre mon sac pour faire un coussin. En attendant l'arrivée du véhicule, Maxime sécurise la victime avec son sac de premier secours. Alors messieurs, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Il y a de mes collègues qui vont arriver en ambulance avec l'ambulance du parc, d'accord? On va le prendre en charge à l'intérieur. On va certainement mettre une attelle au niveau de la jambe. La vingtaine de secouristes du site intervient en moyenne 3 fois par jour. Je te relève tout doucement. L'impact d'un accident sur l'image d'un parc de loisirs est toujours déplorable. Ils doivent donc agir rapidement. Alors vas-y, bascule tout doucement. Essaye de te mettre à plat. La jambe de la victime est placée dans une attelle gonflable qui permet de l'immobiliser complètement pour le transport. Attention pour lever. Levez. Envoyez le brancard. L'ambulance du parc ne transportera le blessé que jusqu'à l'entrée du domaine. Ça va? Bon, on va pas tarder. Il sera ensuite pris en charge par un véhicule du SAMU qui l'emmènera jusqu'à l'hôpital le plus proche. Depuis son ouverture en 1986, le Futuroscope n'a eu à déplorer aucun accident grave. La station de ski de la Colmiane, près de Saint-Martin-Vésubie, à 1 heure de Nice. À tout à l'heure. C'est ici, en plein parc du Mercantour, que l'une des plus grandes tyroliennes de France vient d'ouvrir. 2 km 600 de descente avec des pointes à 130 km/h, en rasant les cimes sur plus de 300 mètres de dénivelé et en à peine 2 minutes. Et pour que ce rêve d'Icare ne vire pas au cauchemar, c'est Jean-Christophe, l'homme qui porte des lunettes sur le front, qui veille au grain. Là, on est au départ de la tyrolienne. Dans un premier temps, on va aller au chalet d'équipement et il y a un opérateur qui va vous équiper donc avec casque, Charlotte pour l'hygiène, les lunettes, le harnais, tout le dispositif. Hein. Allez. Aujourd'hui, il accueille un public un peu particulier. Pompiers, gendarmes et CRS, tous sont des spécialistes des interventions en milieu périlleux. Et s'ils sont là, c'est pour évaluer les risques de cette tyrolienne hors norme. Première constatation, ici, on ne plaisante pas avec la réglementation. Il y a les conditions d'admission de la clientèle, c'est-à-dire pour les vols solo, les conditions donc à partir de 35 kg jusqu'à 120 kg. Après, on a les vols duo également, où il ne devait pas y avoir plus de 40 kg d'écart entre les deux participants. Il y a surtout aussi les consignes... 40 kg, mais ça ne doit pas excéder la masse de 120 kg au total alors. Voilà. Qui c'est qui définit ça? Alors ça, c'est le concepteur qui nous a fourni un manuel d'exploitation et nous, on s'y tient. Stéphane est gendarme et guide de haute montagne. Autrement dit, c'est un pro de la sécurité. Les cadres de tyrolienne, c'est pas le premier en France, il y en a déjà plusieurs. C'est pas du matériel qui est bien éprouvé. Et vu l'épaisseur et la masse du chariot, je me fais pas de soucis. Les 4 mousquetons, 80 kg divisé par 4, ça va aller. Et sa première impression est plutôt bonne. Voilà, la largare il est en place. Si jamais ça se décroche, il y a la même croche devant qui l'empêche d'aller plus loin. Ensuite, on attache les clients. Ce mousqueton est donc une sécurité supplémentaire. Impossible de descendre tant qu'il n'est pas décroché. Alors vous montez debout sur le banc sans se tenir en matériel et la tête de ce côté, s'il vous plaît. Merci, avancez un peu. C'est un membre du GRIMP, l'unité de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux des pompiers, qui se lance en premier. J'ai Christophe, 65 kg au départ. Là, on installe la voile, c'est un aérofrein qui est donc tendu entre le chariot et le client et qui permet de prendre le vent et de ralentir la personne. Donc vous avez des aérofreins en fonction du poids. Voilà, exactement. On a 5 types de voiles, blanc, rouge. Plus on est lourd, plus on a un gros aérofrein. Alors. Exactement. Et après, on adapte ça aussi en fonction du vent qu'il peut y avoir sur l'exploitation. Et c'est pour ça que vous avez d'ailleurs une manche à air.
Voilà, et ça c'est un indicateur très important pour les opérateurs. Voilà, bonne journée. Malgré les apparences, notre pompier n'est pas là pour s'amuser, mais bien pour évaluer le dispositif. Solidement accroché dans son baudrier, il file à la vitesse d'une berline sur l'autoroute. Le câble qui le supporte est le même que celui d'une cabine de téléphérique. Il est spécialement gainé pour atténuer les vibrations et le bruit du frottement. Le sentiment de liberté est total. À l'autre extrémité, sur la plateforme de départ, le major Stéphane poursuit ses commentaires. Par rapport au harnais, quand même, c'est des sangles cousues. Ça fait ça, des mousquetons aluminium alu sur acier. Ça chagrine pas les opérateurs? Non, alors ça, ça, je tiens à le dire, toute la conception a été faite par la société Aerofun. Elle fournit tout le matériel, c'est du matériel éprouvé. Pourquoi ça vous pose problème? Simplement, c'est que les mousquetons alu sont quand même un peu plus fragiles au choc. Alors ils sont pas censés tomber par terre. Le client qui part de la cabane, il peut très bien faire tomber ses mousquetons, son harnais, venir cogner sur les montants de la passerelle. Et au bout de quelques mois, de quelques années, il y a des fissures qui se créent à l'intérieur et ça crée une fragilité. Voilà, c'est une question que je me pose. Je suis désolé. J'ai le regard aussi de guide de haute montagne. On pourra faire remonter au concepteur, ça l'intéressera toujours d'avoir ces préconisations. C'est justement pour recueillir ce type de remarques que Jean-Christophe a convié ses spécialistes de la sécurité. Je prends les mains sur la sangle là et il y a la même de l'autre côté. Voilà, parfait. Gardez les mains sur les sangles, on fait pas l'oiseau. Voilà. Pourquoi il faut pas faire l'oiseau? Parce que sinon il y a trop de prise au vent avec les bras ouverts et ça se peut qu'il n'arrive pas au bout s'il prend trop le vent, quoi. Voilà. Stéphane, 75 kg au départ. Cela peut paraître paradoxal, mais sur ce type d'installation, ce n'est pas l'excès de vitesse que l'on craint le plus, mais au contraire, le manque de vitesse. Si vous freinez trop en ouvrant les bras, par exemple, la prise au vent est telle qu'elle peut vous arrêter avant l'arrivée, lorsque le câble remonte un peu pour vous faire progressivement décélérer. Une situation rarissime qui oblige pourtant les opérateurs à s'entraîner régulièrement. Car dans ce cas de figure, ils n'ont pas le choix. Ils doivent aller vous chercher. Je demande autorisation pour évacuation verticale. Bien reçu, David. Elle a eu quoi, une rafale de vent qui l'a empêché d'arriver? Au chariot à elle. Oui, c'est ça. Je vais me laisser glisser sur la poulie. Je vais freiner avec mes gants, que je vais mettre tout de suite. Et ensuite je l'évacue verticalement et je reviens à la force des bras. Ça, tu me l'as accroché dans le dos. J'ai mon mouflage. J'ai mon descendeur. Cette fois, l'entraînement va donc se dérouler sous les yeux attentifs de nos spécialistes de la sécurité. Pour cet exercice, c'est un employé de la station qui joue la victime. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Il s'est arrêté à 60 mètres de l'arrivée. J'arrive. Vous pouvez vous accrocher à moi, monsieur? Voilà, parfait. Je suis arrivé sur le client, tout va bien, je commence mes manipulations. L'opérateur doit accrocher le client à la corde de sécurité qu'il a apportée avec lui. C'est elle qui lui permettra de le descendre en rappel. Gardez bien les jambes dans la pédale, monsieur. L'évacuation ne présente pas de danger particulier. Mais si une telle mésaventure vous arrive, surtout, gardez votre calme afin de ne pas gêner l'opérateur. Jean-Michel pour Maxime, je commence la descente en rappel du client. Ok, bien reçu, j'arrive, je réceptionne. Lâchez-moi, monsieur. Voilà. C'est parti pour 40 mètres de rappel. Mais un détail du dispositif surprend le major Stéphane, décidément très exigeant sur la sécurité. Lui, le sauveteur, il vient avec une poulie, donc il a un premier organe de sécurité, plus un mousqueton de sécurité. D'accord? Et la personne que vous évacuez, il est sur un seul point. Ça vous choque pas? Un seul mousqueton. Encore une fois, nous on applique la procédure qui a été faite. Non, mais c'est peut-être une bonne observation. Elle sera peut-être à prendre en compte. On double la sécurité en général.
Ça, ça c'est les préconisations qu'on a. Hein. Donc nous, on applique vraiment les règles qu'on nous a apprises. Hein. Qu'est-ce qu'il en pense, le pompier? Thomas, raison, hein. Vous doublez la sécurité sur les grues? Ouais, nous aussi. Voilà. Donc ça veut dire que la victime, elle a le droit à qu'une seule sécurité. Donc s'il y avait une défaillance sur ce mousqueton, il descend. Il est par terre. Même si la probabilité d'une défaillance est quasi nulle, le major vient de mettre le doigt sur une amélioration nécessaire. Ne vous inquiétez pas, monsieur, c'est bientôt fini. Jean-Christophe ne manquera pas de transmettre sa remarque au fabricant. 1 mètre. C'est bon, il est au sol. Ce détail mis à part, les professionnels du secourisme sont unanimes. La sécurité de l'installation est excellente. Là, leur système est quand même relativement bien rendé, même s'ils ont quand même ouvert toute la plage de difficultés possibles et imaginables. Donc je vois pas ce qui pourrait arriver de choses, enfin je vois pas ce qui pourrait arriver de choses plus difficiles de ce qu'ils ont fait là. Là, on va dire que c'est l'évacuation la plus compliquée qui puisse arriver sur un câble. Une évacuation bien rodée, mais qui n'empêche pas le directeur de l'exploitation de rester vigilant. Je pense qu'on peut tout prévoir. La seule chose, c'est de ne jamais baisser sa garde et de se remettre toujours en question. Et dès qu'il y a un petit incident, même s'il est mineur, de débriefer derrière pour prendre des mesures immédiates. À ce jour, on ne dénombre aucun accident grave sur ce type de tyrolienne géante. Et cette démonstration devant des professionnels du risque devrait permettre de renforcer davantage encore les protocoles de sécurité. Depuis la pratique des sports extrêmes, plongeur fond pour PC, plongeur fond pour PC, jusqu'à la découverte d'animaux exotiques parfois dangereux, la France est un paradis des loisirs. Mais pour que le divertissement ne vire pas au cauchemar, vous aurez la civière tête en avant. Hein. Une seule obsession, la sécurité. PCA pour PC. Jour après jour, des anges gardiens inspectent, contrôlent ou s'entraînent d'arrache-pied pour préserver notre insouciance. On va s'en occuper, monsieur, vous inquiétez pas. Et surtout, protéger nos vies. Allez, on y va. Sans eux, ce paradis des loisirs deviendrait très vite un enfer. 2 fois sur 3, on va chercher quelqu'un qui s'est noyé. Le Vaucluse, tout près de Vaison-la-Romaine. Ses rivières paisibles, ses forêts sauvages et ses falaises calcaires. A priori, le dernier endroit au monde où l'on s'attend à trouver ça. Un bloc de plongeurs scaphandriers. Alors on arrive sur le théâtre des opérations. En fait, nous sommes sur l'un des meilleurs spots français de spéléologie. Laurent, toi tu interviens en volant là où c'est nécessaire. Un loisir extrême réservé à un public averti, qui permet d'explorer les grottes et les cavités de notre sous-sol. Plongeur fond pour PC, plongeur fond pour PC. C'est même une particularité de cette activité réputée dangereuse. Si vous avez des questions, parce qu'une fois sous l'eau, ça sera fini, on pourra plus. En cas d'accident, les spéléologues ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Si l'un d'entre eux se retrouve blessé ou prisonnier sous la roche, ce sont ses camarades qui devront tenter de le sauver. Vous aurez la civière tête en avant. Hein. Ouais, on monte avec la civière tête en avant. Nous avons suivi l'un de leurs exercices de sauvetage grandeur nature. On est d'accord pour le timing? Quand c'est l'heure? Oui. Ouais, pas trop près. Vous allez voir que dans cet univers où le risque d'accident mortel est permanent, les règles de secours sont totalement inversées. Les choses sérieuses qui commencent. Allez, parti. En spéléologie, l'urgence est considérée comme l'ennemi absolu dès lors qu'une vie est en jeu. Ce jour-là, c'est un scénario particulièrement complexe que notre équipe de spéléologues a choisi pour s'entraîner. Du débroussaillis. Première étape, les secouristes doivent progresser à flanc de montagne pour monter leur matériel jusqu'à l'entrée difficile d'accès de la grotte de Baume-les-Anges. Une personne y a pénétré il y a déjà plusieurs heures. Depuis, personne n'a plus de nouvelles. Michel est l'un des responsables de cette opération. Du coup, tout le matériel moins fragile et plutôt lourd, plutôt que de porter sur les chemins escarpés, on va lui faire traverser la rivière simplement par une tyrolienne qu'on a installée au-dessus de la rivière. Mowgli, c'est bon, vas-y, tu peux y aller.
Une fois passé l'obstacle de la rivière, les hommes doivent encore porter de lourdes charges jusqu'à l'entrée de la grotte. Ça pèse un peu plus de 30 kg. Là, on est arrivé à l'entrée de la grotte. Donc, on va amener tout le matériel dans la cavité à travers cette galerie qui est sensiblement horizontale. C'est la deuxième étape de ce sauvetage. Cette galerie fait une cinquantaine de mètres de long. Or, il faut impérativement transporter tout le matériel de plongée sous-marine jusqu'au fond du boyau. Malgré l'urgence de la situation, les spéléologues progressent lentement. C'est une règle d'or de ce loisir à haut risque. Dans cet univers hostile, il faut à tout prix éviter un suraccident. Regardez cette flaque d'eau en bas à droite. C'est un siphon. Autrement dit, à partir d'ici, la galerie passe sous l'eau pendant environ 600 mètres. Pour aller plus loin, les sauveteurs n'ont pas le choix. Ils vont devoir plonger. Ce siphon, c'est la dernière étape, de très loin la plus difficile. On a un petit puits qui descend, qui va nous amener dans une première zone d'une profondeur de 55 mètres. On va remonter un petit peu jusqu'à moins 40. Et ensuite, ça replonge là jusqu'à quasiment moins 100. Personne ne sait dans quel état se trouve la victime de l'autre côté, ni même si elle est encore en vie. Or, la traversée de ce siphon promet d'être encore très longue. Ah ben là, c'est 4 heures de plongée pour l'aller. En spéléologie, le sauvetage d'une personne bloquée est donc tout sauf une course contre la montre. C'est pour ça que la sécurité de ce loisir est si particulière. Pour aller chercher la victime, notre équipe de sauveteurs va mettre sa vie en danger sans même savoir si le jeu en vaut la chandelle. Au hit-parade des centres de loisirs préférés des Français figurent bien sûr les zoos, comme celui d'Amnéville en Moselle. Ici, les attractions ne sont pas mécaniques, mais bien vivantes. 3000 pensionnaires de 350 espèces différentes y cohabitent quotidiennement. Et leur sécurité est au moins aussi importante que celle du public. Allez, on y va! Une espèce résume à elle seule les deux problématiques auxquelles un zoo doit faire face. Ce sont les primates. Premier cas de figure avec les gorilles. 200 kilos de muscles et d'agressivité qu'il vaut mieux ne pas contrarier. Même Juan, leur soigneur, a interdiction formelle de s'en approcher. Les gorilles, c'est des animaux qui sont territoriaux. De l'autre côté de la grille, c'est chez eux. Ici, c'est chez nous. On s'entend bien comme ça. Si on venait à rentrer sur leur territoire, alors que, surtout pour le dos argenté, son rôle, c'est de protéger son groupe, protéger son territoire, il ferait son boulot. C'est pas de la méchanceté gratuite, c'est pas des animaux qui sont méchants. Il faut pas considérer les animaux comme ça. Ils font vraiment leur boulot. Le gorille n'aime pas qu'on le fixe du regard. Et quand il n'est pas content, il le fait savoir. Alors comment satisfaire la curiosité du public sans prendre de risques? La solution, ce sont ces énormes baies vitrées. Grâce à elles, les spectateurs peuvent s'approcher au plus près des 8 gorilles de l'enclos en toute sécurité. C'est des animaux qui s'expriment beaucoup et une des choses qu'ils font, c'est ils s'expriment sur les visiteurs en faisant des charges d'intimidation sur les carreaux. Donc ils vont venir, en prenant un petit peu d'élan, ils vont venir se projeter contre le carreau. Donc il faut que les carreaux soient forcément assez solides pour supporter ce genre de charge. Les carreaux qu'on a chez nous font 4 x 10 mm de feuilleté, donc ils font 4 cm d'épaisseur. Un carreau de cette taille-là fait environ 630 kg. Donc il est largement suffisant pour contenir la charge d'un gorille. Coût de l'installation, 11 millions d'euros. Mais c'est le prix à payer pour défier King Kong sans finir désarticulé. Un peu plus loin, deuxième cas de figure avec les orang-outans. Cette fois, c'est moins la sécurité du public qui est en jeu que celle des primates eux-mêmes. Le problème des orang-outans n'est pas leur agressivité, mais leur intelligence. Doués de patience et d'un sens de l'observation incroyable, ce sont des as du bricolage. Leur habileté peut représenter un danger potentiel pour eux-mêmes.
Un exemple tout simple, toutes les structures en bois sont fixées entre elles avec de la tige filetée et des écrous. Tous les écrous sont soudés. Parce qu'ils savent visser et dévisser. Et ils ont une force physique qui fait qu'ils peuvent dévisser quelque chose qu'on ne pourrait pas dévisser nous à la main. Il n'y a rien qui est attaché avec des nœuds parce qu'ils savent faire les nœuds, défaire les nœuds. La première fois que les orang-outans sont sortis dans l'enclos extérieur, et nous avaient vu effectuer les travaux, la première chose que le mâle a fait en sortant, c'est qu'il a fait le tour de toutes les structures, il a fait le tour de tous les écrous, il a vérifié que tout était bien fixé pour voir ce qu'il pouvait démonter. Derrière leur côté peluche, ce sont en fait des joueurs rusés qui mettent à rude épreuve la solidité des installations. La planche qui est décolorée par rapport aux autres, c'est juste parce que cette planche-là, ils l'ont arrachée. Et ça va au-delà. Ils ont soit réussi à arracher des planches, mais après, les planches, ça fait de magnifiques leviers pour faire sauter les autres planches. Donc, ils arrachent une première planche, ils s'en servent ensuite comme outil pour essayer d'enlever les autres. Et quand Juan vous dit que les orang-outans adorent saccager leur habitat, il n'exagère pas. Sur la vitre, on voit clairement ce mouvement-là. C'était leur truc. Donc c'est ce qu'ils faisaient au début, ils trouvaient des pierres, ils s'amusaient à dessiner, donc il y en a un petit peu partout sur la vitre. Et après, ils se sont rendus compte qu'en tapant plus franchement sur la vitre, ils pouvaient un petit peu l'abîmer. Ce qui est valable pour les primates, l'est bien sûr pour les autres espèces du zoo. Ce n'est qu'en respectant toutes ces consignes de sécurité par rapport au public, aux enclos et aux règles de vie en communauté que le spectacle peut être garanti. Dans le Vaucluse, nous retrouvons nos spéléologues plongeurs dans la grotte de Baume-les-Anges. Donc on a dit bouteille avec détendeur. Une personne n'a plus donné de nouvelles depuis des heures. Tu peux éventuellement approcher la civière. Si elle est encore en vie, elle est bloquée derrière ce siphon qui descend jusqu'à 100 mètres de profondeur. Michel et ses hommes vont aller la chercher. Ce sont des spécialistes des secours en spéléologie. Ils savent tous que lorsqu'une personne ne ressort pas, ce n'est jamais bon signe. 2 fois sur 3, on va chercher quelqu'un qui s'est noyé. Ça, faut reconnaître que ça reste une activité où il ne faut pas faire d'erreur. Tiens. La plongée pour passer l'obstacle du siphon leur prendra plus de 3 heures. Tandis que les plongeurs s'équipent, le va-et-vient continue dans le boyau de 50 mètres qui mène au siphon. Une opération de secours dans une cavité est toujours très risquée. Il est donc impératif de rester en liaison permanente avec l'extérieur. C'est le rôle de cette ligne, tirée sur toute la longueur. Ici, j'ai une prise de sortie qui me permet de me brancher à tout moment. PC d'équipe téléphone, est-ce que vous me recevez? C'est ici, à l'entrée de la grotte, qu'aboutissent les appels. Les informations reçues sont ensuite transmises au PC central de sécurité. Oui, le PC, j'écoute. Voilà, donc les informations du fond, les plongeurs sont dans la vase qui viennent de se mettre à l'eau et ça va enchaîner. Oui, d'accord, je note, bien reçu. Terminé. La liaison est opérationnelle. Pour nos plongeurs, c'est le signal. Okay. Michel, qui supervise l'opération, est le dernier à enfiler sa combinaison étanche. À partir de ce moment-là, il doit se mettre à l'eau le plus vite possible. Les plongeurs doivent prendre garde à ne pas trop transpirer avant de plonger dans cette eau à moins de 10 degrés pendant 3 longues heures. Ce taux d'humidité dans la combinaison étanche va entraîner un refroidissement encore plus important après, quand on va être sous l'eau. Le risque, c'est de prendre un coup de froid et de faire un malaise. À 100 mètres de profondeur, ce serait l'accident mortel assuré. J'ai la combinaison néoprène, voilà, la combinaison de plongée étanche. Dessous, j'ai une grosse combinaison, un petit peu combinaison de ski d'hiver. Et par-dessous, j'ai encore une combinaison fine pour faire le confort et la chaleur. Vous dites au PC que l'équipe 3 est partie sous l'eau à 14h02. Équipe 3 bien reçu, 14h02, top départ.
C'est un vrai marathon sous-marin qui démarre pour nos 3 plongeurs. Un marathon totalement silencieux, puisqu'ils ne peuvent pas communiquer par radio sous l'eau. 3 heures de progression dans ce minuscule boyau inondé, avec plusieurs dizaines de kilos de matériel de secours à transporter dans des caissons étanches. Pour plonger aussi longtemps, et surtout si profond, les sauveteurs respirent un mélange d'oxygène et d'hélium. En France, moins de 50 spéléologues sont suffisamment entraînés pour remplir des missions aussi dangereuses. Descendre à 100 mètres de profondeur ne prend que quelques minutes, mais c'est la remontée qui est très longue. Si les plongeurs ne respectent pas les paliers de décompression, les bulles d'air comprimées dans leur sang grossiront jusqu'à provoquer un accident pulmonaire mortel. Et tout ça, sans même savoir si la personne qu'ils doivent secourir est encore vivante. Pour ça, il faut attendre de ressortir de l'autre côté du siphon. Manu? Oui, je suis là, à 3 mètres là. Attends, on arrive. Cette fois, il ne s'agit heureusement que d'un exercice. Dans le scénario choisi, la victime s'est blessée à une jambe. Pas trop froid? Elle attend ici depuis plus de 5 heures. Non, on va te réchauffer. Or, il fait à peine 12 degrés. Et l'atmosphère près du siphon est très humide. J'ai une grosse doudoune, du café, du thé pour toi. Super. Ça va aller super. Qu'est-ce que tu préfères, un thé ou un café? Il faut enrayer son hypothermie avant de l'évacuer. Dès qu'on a la communication avec la surface, on leur dit qu'on t'a retrouvé, en bonne santé Sinon, ou presque. elle risque de faire un malaise cardiaque sous l'eau. Mais auparavant, le médecin de l'équipe doit établir son diagnostic. Exactement. Alors, jambe gauche. Jambe gauche. Ta main où? À côté, tu peux le situer. Écoute, je le situe, ouais. Je pense que c'est en dessous du genou. D'accord. Voilà, après, voilà, j'ai essayé de. Est-ce que tu sens chaud, tu sens froid? Un peu chaud là, oui. T'arrives à bouger les orteils? Ouais, je bouge difficilement les orteils, mais bon, tu les bouges? mobile, je les bouge. Ok, très bien. Probablement une fracture. Impossible de palmer dans ces conditions. Il va falloir utiliser la civière. Allez, vas-y, on va reposer la jambe doucement. Attends, je vais mettre ton casque comme ça. Voilà. Ça va être bien là? Nickel, impeccable. En attendant, il faut rendre compte au PC. On a franchi tous les 3 le siphon, on a fait contact avec la victime qu'on a retrouvée vivante. Terminé. C'est le TPS, téléphone par sol. C'est un système développé par les spéléos pour communiquer avec la surface par champ magnétique. Donc on le prend avec nous et la première chose que l'un de nous va faire, une fois qu'on a abordé la victime, c'est déployer le téléphone, communiquer en surface pour dire qu'on l'a bien trouvé, pour envoyer des informations sur un premier bilan médical, savoir si on a besoin de renfort ou pas, et ensuite donner tout le timing de l'évacuation. On va doucement, tout est pas mal, et on va te réchauffer tout de suite. Là, on a amené le point chaud. Un point chaud, dans le jargon des spéléologues, c'est une tente isolante. Ça va? Très bien, merci. Elle permet de remonter rapidement la température corporelle de la victime. Bon Manu, tiens le coup. Ouais, c'est bon. Tout de suite, on voit que c'est plus chaud. Hein. Là, je pense que dans 1 heure, on va pouvoir te ramener au bercail. Pendant ce temps, à l'entrée de la grotte, une seconde équipe de plongeurs se prépare. Donc leur rôle, c'est d'aller rejoindre l'équipe qui remonte la civière et ils vont assurer la sortie de la civière du siphon. En fait, la victime n'a pas plongé depuis des heures. Elle n'aura donc pas besoin de faire autant de paliers de décompression que ses sauveteurs. Cette seconde équipe, qui viendra à sa rencontre sous l'eau, lui permettra ainsi de remonter beaucoup plus vite. Cette évacuation par un siphon de 100 mètres de profondeur, c'est l'étape la plus dangereuse de ce sauvetage. Même en conditions d'exercice, vous allez voir que la moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Parc zoologique.
ou sport extrême. 14h02, top départ. Les anges gardiens de nos loisirs doivent se tenir prêts à tout pour que la fête ne vire pas au cauchemar. Maintenez la tête en haut. Ce qu'ils craignent par-dessus tout, ce sont bien sûr les accidents mortels, On est là. Merci d'être là. mais aussi les attentats terroristes lors de grands événements sportifs. Pour les prévenir, ou pour réagir au plus vite en cas de drame, Pays des explos et puis appelez 4C. ils sont prêts à prendre des risques insensés. Il y a quelqu'un qui peut venir voir jusqu'ici? Et même parfois à tuer. C'est le contrat. Au zoo d'Amnéville, la nuit est tombée. Le parc est fermé au public depuis déjà 1 heure. Comme tous les soirs, Hervé, le chef de la sécurité, prend son service. Sa mission, veiller sur les animaux jusqu'au lendemain matin. Ça c'est bien fermé. Hervé commence sa ronde par les enclos dans lesquels toutes les bêtes sont rentrées pour passer la nuit. Bonjour les grandes, comment ça va? Ça va toi? Voilà, ça c'est un petit plaisir. Bonsoir Nico. Eh coucou toi. Ouais. Ça va? Bon, on va dormir? Tu finis bien ton assiette, hein? Allez, bonne nuit gros. Vérification des postes, extinction des feux. Hervé prend son rôle très au sérieux. Ça aussi, c'est des petits détails. Ça mange pas de pain, on vérifie. Un congélateur bien fermé. C'est important parce que si la viande vient être dégelée ou autre, on s'en rend pas compte pour X raison. On donne ça aux animaux. Les animaux tombent malades. C'est pas bon pour eux. Donc on peut dire que c'est la sécurité aussi. Mais c'est avant tout l'amour des animaux. Avant tout. Cette ronde systématique n'a rien de gratuit. Elle est même indispensable à la protection de certaines espèces menacées qui font l'objet de trafic partout dans le monde. La corne de rhinocéros, c'est une catastrophe, quoi. On est toujours confronté à ça, on a un gros problème avec ça et il y a toujours des abrutis qui pensent que la corne de rhinocéros c'est bon pour des tas de choses, la fertilité, des choses. Alors qu'en fait, globalement, c'est de l'ongle, quoi. Mais bon, c'est comme ça, vous savez, les abrutis, on ne les fait pas changer d'avis, quoi. Hervé n'exagère pas. Depuis quelques années, les vols d'animaux se multiplient dans les zoos un peu partout en Europe. Et tout bon. En France, celui de Beauval vient d'ailleurs d'en faire la cruelle expérience. On connaissait les braquages de banques, mais pas les hold-up dans les zoos. Le week-end dernier, au parc animalier de Beauval, 2 familles de petits singes rarissimes ont été purement et simplement volées. C'est plutôt inattendu, c'est aussi inquiétant parce que ces animaux sont en voie de disparition et protégés. Ils sont aussi extrêmement fragiles et difficiles à nourrir. Pour contrer cette menace, le zoo s'est équipé de caméras de vidéosurveillance disposées un peu partout sur le domaine. Elles permettent de tout voir, même la nuit. Alors, je vais quand même vous faire voir quelques petits secrets, mais je ne pourrais pas tous vous les faire voir. Mais on a des caméras qui sont un petit peu de partout, vous voyez, en face de nous, là-bas. Nous avons des caméras ici. Et comme on n'est jamais trop prudent, Hervé place tous les soirs des détecteurs de mouvement. En fait, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une pile de 9 volts, un détecteur de mouvement, et en dessous, là, j'ai un transmetteur. Donc ce transmetteur radio, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va me donner une information, et chaque fois que quelqu'un va passer sur cette porte-là, il va me donner une information au PC sécurité. Voilà. Donc c'est de la petite magouille perso, mais ça marche bien. L'aléatoire, on aime bien, parce que les gens ne savent jamais où est-ce qu'on va mettre les choses, tout comme certaines caméras, tout comme certaines alarmes, tout comme, voilà. Il faut que la routine, c'est vraiment l'ennemi de la sécurité ou l'ennemi de tout, en fait. Grâce à Hervé, les 3000 bêtes d'Amnéville peuvent dormir tranquilles. Le lendemain, les premières heures de la matinée sont un moment privilégié pour soigner les animaux. Le public sera là dans quelques heures. Les vétérinaires profitent de ce créneau pour intervenir. Allez, salut Isis. Comment c'est Nénette? Stéphane est le soigneur des fauves. C'est lui qui va superviser toute la sécurité de l'opération. Car il va falloir anesthésier Isis pour lui faire passer une échographie. Par mesure de sécurité,
L'intervention se fait sur place, dans la cage d'Isis. Dans un premier temps, on va anesthésier l'animal et ensuite, on sera un ou deux à aller contrôler qu'elle dort bien. Donc on peut déjà le faire à moitié de l'extérieur. Et lorsqu'on sera certain que l'animal est vraiment mûr, là ensuite on peut s'organiser et rentrer avec elle. Dans sa cage, Isis a parfaitement compris qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Elle est de plus en plus nerveuse. Vanessa, une vétérinaire du zoo, doit tirer rapidement la flèche anesthésiante. Je suis un peu en biais, mais bon. Allez, ma fille. Tu la manges pas, tu la manges pas. Allez. Le produit fait son effet en quelques minutes. Mais avec les félins, 2 précautions valent mieux qu'une. Stéphane doit être prêt à tirer en cas de réveil imprévu. Le lion fait partie des espèces code rouge, pour lequel nos protocoles d'anesthésie prévoient, en cas de réveil intempestif ou la présence d'une arme à feu. C'est pour ça que dès que vous avez intubé, on attendait Stéphane avec impatience. je pense que vous allez mettre moins C'est de temps purement pour moi. des précautions. Pas du tout, on n'a jamais eu besoin de ça. Isis semble maintenant endormie. Mais le risque zéro n'existe pas. Même droguée, la lionne peut encore mordre ou donner un coup de griffe qui pourrait être fatal aux soigneurs. Cette fois, c'est sûr, l'anesthésie a bien produit son effet. L'intervention peut commencer. Pour être certain qu'Isis ne se réveille pas en cours d'intervention, Vanessa l'intube avec la gazeuse qui la maintiendra endormie. Malgré toutes ces précautions, mieux vaut rester sur ses gardes et agir le plus rapidement possible. Marie, ça fait combien de temps? Ça fait 32 minutes. Bon, pas de polychinelle dans le tiroir? Aucun signe de grossesse. Vanessa peut renouveler les implants contraceptifs. L'intervention est terminée. Enfin, pas tout à fait. Il faut désormais réveiller l'animal en lui injectant un antidote. 58 minutes, 25. Antidote, c'est fait. Le sédatif a plongé Isis dans un sommeil si profond qu'elle pourrait s'étouffer si on ne l'obligeait pas à se réveiller. Isis, elle est nette. C'est le rôle de cet antidote. Doucement, doucement, Isis. Doucement, ma fille. Ça y est, c'est fini, ma mère. Stéphane est rassuré. Il a rangé son fusil. L'intervention est un succès. Dans quelques minutes, les visiteurs pourront admirer Isis dans son enclos, comme si de rien n'était. Au cours de cette opération, vous avez pu voir que Stéphane se tenait prêt à tuer Isis en cas de problème. C'est un aspect très méconnu du travail des équipes d'intervention d'un zoo. Ici, tous les soigneurs aiment leurs bêtes comme leurs propres enfants. Mais la sécurité des visiteurs passe avant tout. C'est pour cette raison que certaines espèces sont classées en code rouge. Lions, éléphants ou encore gorilles. En cas d'évasion, leurs protecteurs doivent être prêts à les abattre sans hésiter. Regardez ces images tournées dans un cirque. Cette femelle éléphant s'est subitement révoltée contre ses dresseurs. Après leur avoir marché dessus, elle s'est échappée dans la rue en blessant grièvement un passant. Ce scénario catastrophe, Juan, le responsable des primates, espère bien qu'il ne se produira jamais à Amnéville. Mais comme ses collègues, il doit se préparer au pire. C'est pour cela qu'ils se rendent régulièrement dans une armurerie située à quelques kilomètres du parc. Vous l'avez déjà tous fait? Enfin, non. Personne l'a fait. Moi j'ai déjà fait, Bernard est chasseur, Rémi a déjà fait aussi. Joël, le directeur de l'armurerie, doit leur apprendre à tirer à la carabine. L'objectif est simple, acquérir les bons réflexes pour réagir immédiatement en cas de nécessité. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut savoir? La culasse, donc ça se manipule comme ça, une culasse. Quand on met les balles
On les met systématiquement par au-dessus. Sur le protocole de sécurité, il y a certaines personnes dans le parc qui sont habilitées à manipuler les armes à feu et les armes d'abattage. Et on est dans une séance de manipulation des armes où on apprend. Le but, c'est pas d'être le meilleur tireur du monde, c'est juste d'être assez à l'aise avec l'arme pour pouvoir réagir correctement dans des situations d'urgence. Ces armes sont les mêmes que celles du zoo. Plusieurs fusils sont en effet gardés dans ces armoires sécurisées, placées à différents endroits stratégiques du parc. On peut faire... Ça fait 20 balles. On fait deux, une à l'arrêt, une à la cible, enfin en mouvement avec le Moser, et puis une à l'arrêt, une en mouvement avec la Smioto. Hein? Vendu. Alors du coup, on a dit qu'on faisait quoi? Une balle à l'arrêt, et une balle en mouvement. Donc vous tirez votre balle, vous rechargez, et puis je vous envoie la bête. Ça marche. Ces séances de tir n'ont rien de ludique. En y participant, Juan s'engage à tuer n'importe quel animal dangereux, même s'il s'agit de l'un de ses primates préférés. Avant de pousser la culasse. C'est le contrat. C'est comme ça. On s'engage à faire partie des tireurs. C'est pas pour dire je vais pas tirer sur mon animal parce que c'est mon animal. Si un membre du public qui est en danger, quel que soit l'animal, on doit être capable de tirer sur l'animal, même si c'est un des animaux dont on s'occupe. Dans un premier temps, la cible est statique, placée à environ 35 mètres. Faut recharger vite. La bête se sauve. Puis l'exercice se corse avec une cible mouvante cette fois. On y va, on va voir le... Juan n'en est qu'à ses premières séances, mais il s'en sort plutôt bien. Le contrat est rempli, l'animal est mort. Presque. Voilà, il va pas aller loin, quoi. T'as eu les deux coups? Ouais. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez pas payer l'apéro. Suivant. Comme Juan, tous les soigneurs se plieront au même exercice. Jusqu'à ce jour, le zoo d'Amnéville n'a jamais eu à abattre l'un de ses pensionnaires. Ces passionnés des bêtes feront tout pour que ça dure. Mais en cas de nécessité, ils seront prêts. À environ 700 mètres de l'entrée de la grotte de Baume-les-Anges dans le Vaucluse, l'étape la plus délicate du sauvetage d'une victime commence. Sa jambe. Une fois que la... Attends. Allez, doucement, en douceur. Voilà. Je vais tenir par en dessous. Je tiens. Tu vas avoir encore un petit peu mal pendant un moment. Les calmants vont faire leur effet. Parce que là, ça va appuyer un petit peu dans la combinaison, hein, donc il faut vérifier. Derrière le siphon, la victime a maintenant retrouvé une température corporelle normale. C'est le moment de l'installer sur la civière. Presque aveugle en l'équipe parce qu'on ne peut rien faire. Donc ça c'est une doudoune pour l'instant. Alors, on peut écraser. il faut trouver la tête, la voilà. Ça va là? Ouais. Déposez doucement. Voilà. Les sauveteurs la placent dans une espèce de sarcophage qui la retiendra prisonnière pendant toute la plongée. S'ils font une erreur en le refermant sur elle, l'étanchéité ne sera pas parfaite. Dans une eau à 10 degrés pendant plus de 3 heures, elle pourrait alors mourir d'hypothermie. C'est pour ça que les sauveteurs procèdent à un long test lors de la mise à l'eau. Ils vérifient l'étanchéité de la civière et la qualité du matériel de plongée de la victime. Ramener une civière dans une galerie si étroite, à 100 mètres de profondeur, nécessite des nerfs d'acier. En cas d'incident, tout le monde ici risque sa vie. La victime est la plus exposée. Elle peut se faire arracher son masque si la civière n'est pas correctement équilibrée et qu'elle frotte contre le sommet de la galerie. L'autre danger, lors d'une plongée aussi longue, c'est le ravitaillement. Le mélange d'oxygène et d'hélium ne suffit pas. Il faut aussi changer de bouteille au bout de 2 heures environ.
Dans une opération de sauvetage comme celle-ci, il faut absolument résister à la tentation d'aller trop vite, quelle que soit la gravité des blessures de la victime. Dans des conditions de plongée aussi périlleuses, la précipitation, c'est la mort presque certaine. À 80 mètres sous la surface, la victime est prise en charge par la seconde équipe de plongeurs. Ce passage de relais va lui permettre de remonter plus vite, puisqu'elle n'a pas besoin de faire des paliers de décompression aussi longs que les sauveteurs de la première équipe. Au bout d'un peu plus de 3 heures d'une plongée particulièrement éprouvante, c'est enfin la délivrance. Et comme on revoit les bulles, on sait qu'ils sont pas loin, donc ça déstresse un petit peu s'il y avait un stress. Là, on était quand même assez serein, mais malgré tout, c'est vrai qu'on est content de voir les bulles. 6 heures après le début de l'intervention, l'opération de secours touche à sa fin. Ça va les gars? Ouais. Et la victime, comment elle va? Elle va bien. Il y a quelqu'un qui peut venir par nous jusqu'ici? Eh ben, c'est assez impressionnant. En fait, bon, on voit pas parce qu'il y a de la buée dans le masque, donc on voit pas où on est, on se rend pas forcément compte de la profondeur, on a plus ses ordinateurs, on n'a rien, on fait juste attention à ses oreilles, voilà. Et c'est vrai que voilà, on repère pas si on est à 2 cm du plafond, où sont les plongeurs. Donc voilà, c'est un peu le néant. Notre victime va tout de même devoir patienter encore une petite heure. Maintenez la tête en haut. Le temps que la vingtaine de secouristes mobilisés sur cette opération se relaient pour la porter jusqu'à l'entrée de la grotte, à une 50aine de mètres de là. La vitesse n'est pas importante, vraiment. La sécurité prime avant tout. Puis son voyage se terminera par un passage en tyrolienne au-dessus de la rivière, pour éviter un portage toujours dangereux sur les sentiers escarpés. Allez, traction! Au total, ce sauvetage aura duré 7 heures. C'est beaucoup, mais dans un loisir aussi extrême que la spéléologie, cette lenteur est une condition impérative pour ne pas mettre en danger la vie des sauveteurs. Chaque année en France, on recense une trentaine d'accidents dans cette discipline. En cas de plongée, les 2 tiers d'entre eux sont mortels. Sur le parking du stade Bollaert, les renforts viennent d'arriver. Unités de décontamination, centre de commandement mobile ou encore hôpital de campagne, c'est un vrai village secours qui s'organise. SAMU, police, gendarmerie, pompiers spécialisés dans les risques technologiques. 1 heure à peine après les explosions, les sauveteurs sont déjà opérationnels. Là, on va partir en équipe de reconnaissance, de manière à pouvoir aller voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain. Et on va partir avec du matériel de détection, voir s'il y a du produit. Nous, on va être les yeux du commandement pour pouvoir après peut-être agir sur une technique bien particulière. Contrairement à leurs collègues arrivés en premier sur les lieux, ces pompiers disposent de combinaisons parfaitement étanches NRBC. Elles les protègent de risques nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques. PID Explo et PID Explo et puis AP4C. AP4C, d'accord. L'AP4C est un détecteur de produits chimiques. Le PID, lui, est un détecteur de gaz de combat. Et le terme Explo désigne un détecteur d'explosifs. Avec ces 3 appareils, les hommes vont passer tout le stade au crible. Leur mission, déterminer la nature du gaz utilisé et surtout, détecter une éventuelle autre bombe qui n'aurait pas encore explosé. Et au bout de quelques minutes,
Pour neutralisation, parlez des mineurs. À toi, Patrick. C'est ça. On a confirmation des obus. Vous avez... Laurent, s'il vous plaît, on synthétise les informations là du DSI sur les obus et on remonte ça tout de suite sur le colis et le PCO. Les pompiers viennent donc de trouver une troisième bombe intacte. Mais nous n'avons pas été autorisés à la filmer. Car pour rendre l'exercice encore plus réaliste, les organisateurs ont utilisé un vrai dispositif explosif. Ah oui, il y avait un vrai produit. Ouais. Bon, pas en quantité énorme, c'est un exercice, mais il y avait un vrai produit. Il y a même deux produits. Le phosgène, un gaz suffocant redoutable, et aussi l'hypérite, le fameux gaz moutarde, qui a la particularité de se transmettre également par contact. On va s'en occuper, monsieur. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Les craintes des équipes du SAMU et des pompiers se confirment. Il va falloir décontaminer tout le monde. Ça absorbe le produit contaminant. Cette décontamination primaire est indispensable. Elle permet d'absorber 80% du produit toxique. L'étape suivante, c'est le passage dans un sas de décontamination humide. Cette chute le montre, les secouristes sont très gênés par leurs équipements de protection. Apprendre à faire avec fait partie de l'exercice. Nous avons un équipement, voilà, et effectivement, dans l'action, effectivement, ce sont des choses qui arrivent. Et les pompiers ne sont pas au bout de leur peine. Le protocole de décontamination est très rigoureux. La moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques pour la victime et ses sauveteurs. Ah non, tu touches pas, mais c'est main froide qui touche. Allez, main froide, tu te mets de l'autre côté, voilà, faites le tour. Ah, tu touches plus à rien, voilà. Ceux qui touchent les éléments contaminés sont appelés mains chaudes. Ils ne doivent en aucun cas toucher la peau de la victime. Ça, c'est le rôle des mains froides, qui doivent impérativement rester propres. Voilà. La décontamination, donc, dite humide, consiste à un lavage pendant 3 minutes de la personne, puis à un rinçage de cette dernière pendant environ 1 minute. Ce n'est qu'à l'issue de ce processus de décontamination que ce supporter pourra enfin être pris en charge pour ses blessures. Oh, aidez-moi. Ok, on le perfuse, dès que tu peux, tu le perfuses. On lui fait 3 mg de morphine. Mais certaines victimes nécessitent des soins immédiats, sans attendre d'avoir été décontaminées. Les médecins n'ont alors pas le choix. Ils doivent intervenir sans retirer leur combinaison. Et dans ces conditions, poser une simple perfusion est un vrai défi. On est beaucoup moins habile de ces gestes, que ce soit pour les conditions physiques ou tout simplement pour s'occuper de la victime. On n'a pas la même dextérité avec les gants vinyles. Et il n'y a pas que les gants vinyles qui peuvent poser problème. En conditions NRBC, un simple détail peut avoir des conséquences inattendues. Alors, ça va mieux? Ah ouais. J'ai galéré. Pour ce sauveteur, c'est la fin de l'exercice. Elle était pas assez serrée. Ouais, et ça du coup ça donne quoi Ça donne ça, c'est que ça se remplit de buée et j'ai gardé mon sang-froid, mais pour bosser ça devient super compliqué parce qu'en fait on n'est pas du tout à l'aise, du coup on respire de plus en plus vite. Puis surtout il tombait, il faudrait que le poids de la cartouche ça part en avant. Donc c'est super important. Le premier jour je l'ai serré moi-même, j'ai bien serré comme il faut, ça n'a rien passé. Et là aujourd'hui c'est pas compliqué. Je pense qu'au bout de 20 minutes j'étais plus opérationnel. Mais de l'autre côté du stade, l'action se poursuit. Pendant que les pompiers et le SAMU gèrent les victimes, les gendarmes ont réussi à mettre la main sur le troisième terroriste, celui qui ne s'est pas fait exploser avec sa bombe. Il faut maintenant le décontaminer dans le sas réservé aux personnes valides. Et tous les deux, vous rentrez avec lui dans la douche, hein? Laisse-le se doucher. Mais dans le feu de l'action, les forces de l'ordre ont oublié un élément essentiel du protocole. On peut pas jouer à un truc comme ça, c'est pas... On refait? Ouais, il y a un truc qui va pas, il a pas été déshabillé. Hein? Il aurait dû arriver déshabillé. Il n'est pas déshabillé avant. C'est allé trop vite là-bas en face. Ouais, stop. Il est menotté. Ouais, mais... La confusion s'installe. Il est déshabillé avant. Non, mais il est menotté.
Oh, on peut le rejouer de toute façon, on vient de lancer l'exercice. Donc, ouais. Attends, on va Attends, après c'est un peu de déshabiller là-bas. Attends, ouais, non mais... Ouais, après, il faut que ça se fasse... Attends, on va la refaire. Parce qu'il faut qu'il soit déshabillé en zone. Donc tu vas repartir là-bas de l'autre côté, on va reprendre les deux gendarmes, on va recommencer l'entraînement. C'est aussi ça l'intérêt d'un tel exercice grandeur nature. Identifier tout ce qui doit être amélioré lors d'une intervention aussi complexe. Malgré quelques erreurs, à l'issue des 3 jours d'entraînement, le bilan est plutôt positif. Les 56 victimes ont toutes été secourues dans un délai très court. Elles ont ensuite été prises en charge dans l'hôpital de campagne du SAMU. Cette dernière étape marque leur réintégration dans un parcours médical classique. Preuve que cette simulation d'un attentat dans un stade de football était pleinement justifiée, 2 jours seulement après ce tournage, 3 terroristes se faisaient exploser aux abords du Stade de France. Depuis les petits bobos dans un parc d'attractions, jusqu'au danger d'un attentat terroriste lors d'un grand événement sportif, nos loisirs préférés comportent tous des aléas qui peuvent nous faire passer du rire aux larmes en un clin d'œil. C'est parce que le risque zéro n'existe pas dans le monde du divertissement que des hommes et des femmes s'emploient quotidiennement à prévoir, organiser et mettre en place notre protection. Si nous profitons pleinement et en toute insouciance de nos activités de prédilection, c'est d'abord à eux que nous le devons.